Pourquoi les Français font-ils moins l'amour? De la passion sous la couette à l'évitement du partenaire, une étrange récession sexuelle s'est installée dans nos vies. La quête amoureuse, avec des rapports intimes, est-elle un concept totalement dépassé? Ou est-ce plutôt le symptôme d'un mal-être plus profond? Nous verrons comment pornographie, pression sociale, discours de haine et d'autres facteurs ont éloigné les Français de leur partenaire. Grâce à l'appui de notre invité, nous déchiffrerons les causes profondes de ce phénomène pour vous livrer un discours sans tabou de notre rapport à l'autre et à la sexualité. Bienvenue sur Ça coule de source. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet pimenté. Alors, je ne sais pas si cela vous a choqué, mais le dernier sondage a révélé que l'activité sexuelle des Français est plutôt passée de ça à ça. Un quart des Français avouent n'avoir pas fait l'amour sur les 12 derniers mois. Une véritable dégringolade depuis 20 ans. Et personne n'y échappe. Du côté des couples, l'activité sexuelle perd aussi en intensité. Seuls 43% des Français rapportent avoir, en moyenne, un rapport par semaine, soit une chute de 15 points en 15 ans, soit un point par an. Bien, si ça continue comme ça, que restera-t-il dans 30 ans? Du côté des naissances, même constat, avec une chute progressive sur les 10 dernières années, soit près de 10 naissances pour 1000 habitants. Mais peut-on y voir pour autant une corrélation? Le fait que vous me touchiez pratiquement jamais, ça a une influence sur la fécondité? Ça joue. Ça joue. Donc, a priori, ça joue. Mais alors, comment en est-on arrivé à cette récession sexuelle? Au premier regard, on pourrait dire que nous sommes passés de la libération à la complication. Les années 70, avec les mouvements de libération sexuelle, ont d'abord cassé les codes amoureux en les dépouillant de leurs valeurs sacrées, entraînant de fait une banalisation de l'acte sexuel. Et comme vous allez le voir, cette forme de banalisation est aujourd'hui exacerbée par 3 axes majeurs. Mais avant de vous les dévoiler, cela nous amène tout de suite à la question centrale. Quelle est, en 2024, notre perception de la sexualité? Avant de poursuivre, écoutons Jean-Dominique Michel, anthropologue médical et expert en santé publique, à ce sujet. Et puis à travers la révolution sexuelle, effectivement, c'est devenu beaucoup plus facile. Il y a eu quelque part une dédramatisation, étant donné qu'on ne risquait plus systématiquement de produire une grossesse, mais aussi une désacralisation de la relation sexuelle, qui est devenue en quelque sorte une activité de consommation ou de loisir. Et Dieu sait si la génération qui continue à nous aujourd'hui, excusez mon français, a quand même fait n'importe quoi pendant des décennies sur ce terrain-là. Et puis la nouvelle génération, elle a cette difficulté de devoir se construire au fond dans une très grande absence de repères utiles, bienfaisants. Donc, la première chose que l'on peut dire est que les codes ont changé. Bon, là, difficile de dire le contraire. Là où vous aviez le couple traditionnel hétérosexuel attiré par son partenaire, laisse de plus en plus la place à de nouvelles tendances amoureuses. Les no-sex, les herbivores, les asexuels, les polysexuels, les omnisexuels et les célibataires choisis. Bref, la liste est longue et cela devient difficile de faire le tri dans tout ça. Mais il y a une catégorie que je n'ai pas citée et à laquelle vous n'avez peut-être pas pensé. Les flemmards. Non, franchement, je plaisante pas. Les flemmards. C'est un des 3 axes que j'évoquais tout à l'heure qui conduisent à la baisse de la sexualité. Je vous arrête tout de suite. Non, les Français ne sont pas devenus des êtres pantouflards qui préfèrent se vautrer sur le canapé avec une télécommande à la main plutôt que la compagnie d'une autre personne. C'est plus profond que ça. Les Français sont devenus méfiants. Oui, mesdames et messieurs, les Français voient dans la relation à l'autre une source de complications et de peur aussi. C'est ce qu'évoque Noémie Alliou dans son livre « La terreur sous les draps ». Cela deviendrait trop compliqué d'envisager une relation intime avec l'autre sexe. Du coup, la stratégie adoptée est celle de l'évitement de l'acte sexuel en préférant regarder une série, consulter les réseaux sociaux ou encore jouer aux jeux vidéo. Mais le malaise semble bien plus profond et se diffuse dans toute la société en cristallisant le rapport homme-femme. Tous les ouvrages issus du génie lesbien ne laissent pas de doute quant à la considération envers les hommes. Certaines néo-féministes les qualifient d'ennemis et seraient la cause de tous les malheurs. Ce n'est plus une relation homme-femme qui s'établit, mais plutôt, on pourrait dire une sorte de rapport de force où le masculin serait devenu un produit toxique. Fleurissent, ça et là, des articles qui expriment tout le bonheur de vivre seul. Enfin, quand je dis seul, c'est surtout sans les hommes, bien sûr. Le célibat deviendrait finalement l'apothéose au bonheur.
Et cela se rajoute l'ère du post-MeToo, où l'homme est de plus en plus perçu comme un violeur en puissance. Du coup, la notion même de consentement sexuel est de fait bouleversée. Un mot, un geste pourrait être mal interprété. Du coup, cela fragilise encore un peu plus le rapport homme-femme. Les femmes de leur côté se retrouvent devant aussi des hommes qui ont souvent modelé leurs fantasmes par le biais de contenus pornographiques, avec une véritable violence dans la perception des ébats. Justement, je vous en dis un petit peu plus à ce sujet dans quelques minutes. Mais en résumé, le rapport à l'autre s'est complexifié. Du coup, avoir des rapports intimes n'est plus aussi facile qu'auparavant. Et là, mesdames et messieurs, nous arrivons maintenant aux deux autres axes que j'évoquais tout à l'heure et qui affectent la relation à l'autre. La pornographie et les réseaux sociaux. Ces deux aspects nous ont conduit à une quête de la facilité. À portée de clic, nous avons tout. Nous sommes désormais dans un modèle mondial qui est celui de la rencontre, puis de la séparation, avec au milieu de tout ça, du sexe. Cela a un impact sur tout un chacun. Vous voyez ce chiffre? C'est le nombre de Français qui se déclarent ne pas être influencés par la pornographie. Eh bien, désolé de vous décevoir, mais les scientifiques sont formels. La consommation de contenu à caractère sexuel a un impact sur le câblage neuronal de notre cerveau. Ils ont constaté des effets désastreux sur le psychisme et la vie sexuelle, comme la dépression, l'anxiété ou encore l'impuissance. Écoutons Monsieur Michel à ce sujet. L'exposition aux images pornographiques, qui elle est devenue pratiquement systématique et qui tend à commencer de plus en plus tôt, ce qui pose quand même tout un ensemble de problèmes de l'ordre du traumatisme psychique. Parce que voir des images d'adultes dans une relation sexuelle avant d'être pubère, ça va inévitablement venir désorganiser le psychisme, et comme c'est malgré tout la tendance actuelle, où en moyenne l'exposition aux premières images pornographiques se fait entre 8 et 12 ans, je dirais. Là, on a quand même quelque chose de très compliqué. Par contre, ce qu'on observe, c'est que ça ne se traduit pas par un dérèglement où les jeunes seraient plus tentés que dans le passé de faire n'importe quoi. Ça, c'est plutôt faux. Mais on sent que cette génération est plutôt désemparée. Elle est plutôt un peu perdue et au fond ne sait pas très bien comment faire pour pouvoir entrer dans le réel de l'interaction amoureuse avec tout ce que ça implique de séduction, de découverte de l'autre, de découverte de soi-même, apprendre à habiter un corps d'adulte et ce qu'il est capable de faire. Le cerveau, c'est une usine de traitement. Par son évolution, il est programmé pour répondre à la stimulation sexuelle par une poussée de dopamine. Et au lieu de se tourner vers leur conjoint ou leur partenaire pour un épanouissement sexuel, ceux qui regardent régulièrement des contenus vont chercher instinctivement leur téléphone ou encore leur ordinateur pour satisfaire leurs pulsions. C'est ce que l'on nomme l'explosion de la récompense au plaisir, qui crée une accoutumance très forte et qui endommage le système de récompense. Et au fil du temps, les sources naturelles de plaisir avec un partenaire deviennent moins attrayants et du coup, on le laisse de côté. Et le cercle vicieux dans tout ça se referme bien sûr sur lui-même, car l'industrie va fabriquer de nouveaux fantasmes, toujours plus violents et extrêmes, pour répondre à cette demande. Aujourd'hui, 90% des vidéos produites concernent des images de violence explicite qui produisent des fantasmes artificiels et conduisent à une perte d'excitation. Et là encore, les sexologues eux aussi sont formels. La construction du désir passe par la frustration. J'ai souvenir d'avoir lu des témoignages d'acteurs de Hollywood, vraiment des beaux gosses, un vedette de film, qui expliquaient qu'à certains moments, ils pouvaient coucher avec 2 ou 3 ou 4 starlettes par jour, toutes plus belles les unes que les autres. Et que le résultat de ça, qui a priori serait un peu le fantasme de tout homme normalement constitué avec suffisamment de testostérone, c'était une perte de goût totale pour l'acte sexuel. Et il disait, c'était devenu comme manger un sandwich, ça ne me faisait plus chaud ni froid. Pourquoi? Parce que le désir est nourri de la frustration. Et donc, si je n'ai pas de la frustration pour contenir et me permettre de construire mon désir, si je peux accéder à tout le temps, c'est comme les gens qui sont pleins de fric. Il y a un moment donné où il n'y a plus de plaisir au fait d'acheter une belle pièce parce que c'est tellement banal et sans importance. Alors que si vous avez dû économiser 6 mois ou une année pour faire l'achat d'une nouvelle voiture ou d'un habit magnifique ou de que sais-je, une belle guitare, une fois que vous l'avez, voyez, il y a toute l'année d'attente qui va avec. Je vous invite à regarder ce qui se passe maintenant au Japon. Pourquoi?
Eh bien là-bas, le pays a pris de l'avance sur nous car ils sont devenus les numéros 1 dans un domaine bien précis. Mais à mon avis, je ne suis pas sûr qu'il faille s'en inspirer. Regardez attentivement ces graphiques. On constate qu'un jeune sur deux n'a plus, ou presque plus, de rapport sexuel avec son ou sa partenaire, et le phénomène passe à environ 70% à partir de 30 ans. Cela inquiète beaucoup le Japon. Les raisons qui motivent, enfin plutôt démotivent tout passage à l'acte, tient en deux raisons. La première, la charge de travail très importante avec des journées à rallonge. Vient ensuite, et c'est là que c'est intéressant, la peur. Les Japonais ont une perte d'attractivité envers leurs femmes de peur de l'autre sexe, car ce serait trop compliqué. Ils optent plutôt pour des contenus substitutifs, disons, virtuels. Vous voyez peut-être maintenant certaines similitudes avec ce que l'on évoquait tout à l'heure. Jean-Dominique Michel nous dévoile justement un aspect intéressant. On voit aussi ces robots sexuels apparaître avec l'intelligence artificielle, où certaines personnes semblent se dire, mais finalement, si j'ai un robot en silicone bien roulé qui correspond à mon idéal de femme ou de mec, qui me contrarie jamais, que j'ai pas besoin de tenir compte de ses humeurs, de la réalité de sa personne, est-ce qu'au fond, ça serait pas mieux? Et ce qui évidemment est une pensée d'une tristesse absolue. Parce qu'en même temps, elle signe à quel point l'aptitude à être en relation et les multiples enjeux que cela pose entraînent chez un certain nombre de personnes quelque chose qui est de l'ordre de la démission, du retrait, du repli sur soi. Et ça, évidemment, que sur le plan individuel, mais aussi sur le plan collectif, c'est extrêmement préoccupant. Excusez-moi de le dire comme ça, mais une société qui n'a pas envie de s'envoyer en l'air sexuellement et qui n'a pas envie de faire des enfants, c'est une société qui est très malade. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des sociétés qui sont envoyées en l'air n'importe comment. Ça, on en a eu malheureusement de très bons exemples en Occident et c'était pas très bon non plus. Et enfin, abordons le dernier axe qui affecte les relations hommes-femmes. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sont les applications de rencontres. Dans cette étude menée, on découvre comment les réseaux sociaux révolutionnent les relations amoureuses. En s'appuyant sur un modèle traditionnel qui décrit les phases d'une relation, de la première rencontre à l'intimité, les chercheurs ont trouvé que sur les réseaux, tout cela s'accélère et se simplifie. Le jeu de séduction n'est plus le même. Résultat, la découverte de l'autre a changé pour se raccourcir. Dans une relation, disons, normale, classique, vous avez 5 grandes étapes. Vous avez tout d'abord l'approche. Vient ensuite la phase que je qualifierais de découverte mutuelle avec l'approfondissement. Et dans ce jeu de séduction, les choses commencent à s'accélérer lors de la troisième phase, de l'intensification, où l'amplification émotionnelle est la plus forte. Tout ça pour aboutir à la formation d'une identité commune et finalement s'engager sur long terme. Mais l'avènement des réseaux sociaux a fait fondre ce processus en seulement 3 étapes, rendant l'amour 2.0 toujours plus rapide et direct. Aujourd'hui, l'utilisation des réseaux sociaux fusionne les 2 premières étapes d'initiation et d'approfondissement en découverte et sélection. On recherche des informations sur des partenaires potentiels et on initie les contacts. Ensuite, on réalise un échange accru sur les plateformes pour fusionner, là encore, les anciennes phases 3 et 4. Et on termine avec ce que l'étude qualifie de gestion du contenu. Oui, je sais, on est dans le glamour. Les plateformes ont clairement changé les comportements. L'offre est maintenant abondante. C'est une véritable quête de la facilité qui s'opère et surtout la quête du toujours plus. Car même si vous avez trouvé l'âme sœur, l'envie de la nouveauté est bien là. La preuve, la plateforme Tinder en est le parfait exemple. Sur 2 millions d'utilisateurs, rien que pour la France, 2 tiers sont déjà en couple ou mariés. Donc, plus facile de zapper ou papillonner que de rester à construire une véritable relation intime et durable avec un partenaire. Alors finalement, l'intimité sous la couette n'est plus un lieu de partage et d'épanouissement, mais devient le terrain d'enjeux et de complications. On voit que devant cette abondance et cette facilité au sexe, la relation à l'autre se détricote. Ça devient plus simple de regarder une série ou de lire un livre, car aujourd'hui, il y a trop d'enjeux derrière l'acte sexuel à 2. Et pourtant, c'est vraiment paradoxal, car la recherche d'une connexion profonde et authentique est bien là. Les chiffres l'attestent là encore. Les Français croient toujours en l'amour, avec un grand A. Selon le rapport de l'Observatoire CTLM de 2022, 83% des hommes et des femmes croient au grand amour, avec tout ce qui va avec, le romantisme, l'âme sœur, la fidélité, et rejettent les sentiments négatifs ou sources d'instabilité.
Car oui, la perception de l'amour, malgré les bouleversements sociaux, technologiques ou culturels, reste étonnamment stable d'une génération à l'autre. L'amour est souvent perçu comme une constante universelle, une émotion fondamentale qui transcende les différences temporelles et spatiales. L'art, la littérature, l'éducation ne représentent-elles pas des valeurs qui servent de transmission aux conceptions de l'amour? Sans oublier bien évidemment les rituels sociaux autour de l'amour tels que les cérémonies de mariage, les anniversaires de mariage, que les hommes ont parfois tendance à oublier, et qui conservent toute leur importance. Ces traditions servent à rappeler l'idée que l'amour est un élément central de l'expérience humaine, un lien qui unit les individus malgré toutes les pressions et illusions véhiculées par notre société moderne. Et voilà mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi Ça coule de source. Prenez soin les uns des autres et restez libres.